après des années où en fait on avait un petit peu la tête basse, on a compris de nouveau c'est quoi liot am chofshi be'artzenu, comme on dit dans la Tikva, être libre. Être libre, c'est pas uniquement supporter mais réagir. On n'aime pas la guerre en Israël, on n'aime pas se battre, on n'est pas des militaristes, mais entre se battre et se faire tuer, on préfère se battre. C'était il y a 20 ans, le mois de mars 2002, le mois le plus meurtrier de l'histoire d'Israël, avec des attentats qui ont coûté la vie à des dizaines de civils, notamment l'attentat de l'hôtel Park à Netanya le soir du Seder, qui a coûté la vie à 40 personnes. Ces attentats sont restés dans les mémoires, tout comme l'opération militaire Rempart, Romat Magen, qui a suivi. Pour parler de ce triste anniversaire, je reçois ce matin David Chawat, guide et éducateur, qui a été appelé comme réserviste pour cette opération. Bonjour David. Bonjour Michael. Alors David, ramenez-nous 20 ans en arrière. Comment vous avez vécu ce terrible mois de mars ? On va dire qu'on a du mal à attraper un peu ce mois qu'on a eu. Un mois avant, j'étais déjà en Milouim. On a été appelé, comme tous les ans, 32 jours de Milouim. Mais pendant ces attentats, pendant ce mois de Milouim, on a commencé à avoir des attentats terribles, des attaques de checkpoint. Il y a eu 6 morts dans un checkpost, dans un. L'endroit où on s'est trouvé, on a fini les Milouim le jeudi, le lundi, il y a eu 10 morts et il a commencé à avoir des autobus qui ont explosé un peu partout. Et déjà, on sentait que la situation était absolument insupportable. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on savait pas comment on allait s'en sortir. On a fini la période de l'armée, on est rentré 3 semaines après à Pessah. Et là, ce mois-là était de plus en plus meurtrier. Et il faut juste rappeler que jusqu'à cette époque-là, l'État d'Israël avait décidé, depuis les accords d'Oslo, de ne pas opérer en territoire sous l'autorité palestinienne. Et donc, de ce fait, en fait, ça avait un peu les mains liées. Alors, vous recevez ce qu'on appelle un tsav shmoné, c'est-à-dire un appel d'urgence pour rejoindre votre unité. Quel est votre état d'esprit à ce moment-là ? On se rappelle juste à Pessah, donc l'attentat qu'on a évoqué de l'hôtel Park, et aussi un grave attentat à Elon Moreh, où des terroristes rentrent dans une maison et tuent plusieurs personnes sur 3 générations, le grand-père, les parents et un officier qui était présent dans la maison, le petit-fils de ce monsieur. Le lendemain, l'opération commence. Qu'est-ce que c'est un tsav shmoné ? Quel est votre état d'esprit à ce moment-là ? On va dire que c'est un peu surprenant puisqu'on a entendu des rumeurs le soir du Seder, c'était fête, le soir de la fête, on a entendu ce qui s'est passé, on a tous été très bouleversés et on a commencé déjà à recevoir un coup de téléphone de notre unité. Notre unité où je sers est une unité qui est parmi les 6 unités qui sont appelées au début, puisque on est plus ou moins entraîné à tout de suite remplacer et être en opération rapidement. Donc le lendemain matin, c'est un vendredi, on est appelé, je pense, encore une fois parmi les premiers. Et ben là, on doit dire au revoir. La vérité, ça me paraît surprenant aujourd'hui quand je vois, le temps qui est passé. Je me rappelle de ma maman Zichrono Livracha qui était à la maison. Je lui dis, je dois y aller à l'armée. Et puis, pour la première fois, une mère tunisienne ne parle pas, elle pleure. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe ? Je lui raconte ce qui s'est passé. Mon fils qui a 7 ans, qui en a aujourd'hui donc 20 ans de plus, a beaucoup vécu cette période, les attentats, les radios qui étaient allumées constamment, etc. Il me dit, papa, je veux pas que tu meurs à la guerre. Alors aujourd'hui, ça nous paraît bizarre parce qu'on a tellement vécu depuis, mais à l'époque, c'était assez surprenant. Cette situation-là. Et le vendredi, on est parti. On est parti un peu à l'aventure. On est arrivé, c'était un peu, on va dire, la blague israélienne. On aurait dû être accueillis et être prêts comme il faut. Mais là, bien entendu, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de munitions. Je passe les détails. On est obligé de faire comme à l'époque des colonies de vacances en essayant de chacun d'attraper ce qu'il peut attraper dans les entrepôts. Et on arrive un vendredi et c'est Pessah. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas ni de trametz, ni de pas trametz. Et à ce moment-là, on se trouve dans la situation où l'État d'Israël décide de recruter 20 000 réservistes, mais n'est pas prêt pour cette opération. Mais ce qui va combler en fait à tous ces manques techniques, c'est cette volonté où enfin les gens vont comprendre qu'on fait quelque chose. Ça fait des années que l'État d'Israël prend sur lui de ne pas intervenir, de ne pas essayer d'arrêter ces nids terroristes, dont Ramallah, avec, je rappelle, Yasser Arafat, qui était l'ami d'Israël, qu'on a compris avec le temps que c'était pas l'ennemi d'Israël, mais c'était lui
qui en fait finançait et lui qui organisait les attentats. Et en fait, les gens se sont relevés en se disant, même si les conditions sont terribles, on doit le faire, on est obligé. Je me rappelle de ma femme et d'autres femmes qui ont envoyé leur mari à l'armée à la limite, ce qui n'est pas très, très israélien de dire on envoie son mari à l'armée en disant il faut arrêter cette situation-là. On ne peut pas vivre dans une situation où il y a un attentat le matin, l'après-midi et le soir. Alors justement, l'état d'esprit des soldats de votre unité, les soldats, vous rentrez dans les villes palestiniennes. Pour beaucoup, c'est la première fois, puisque depuis déjà plusieurs années, depuis les accords d'Oslo, Israël n'entrait plus dans ces territoires. Est-ce que la volonté justement de mettre fin à cette vague d'attentats, est-ce que ça a galvanisé les troupes, j'ai envie de dire ? On va dire que si tout le temps, les gens ne sont pas spécialement propices à aller en Milouim, les Milouim, les périodes de réserve ne tombent jamais quand il faut, il y a toujours quelqu'un qui doit accoucher, il y a toujours un examen, il y a toujours un travail. Je pense que pour la première fois, la situation était tellement terrible. On a eu plus de 100 morts dans ce mois de mars terrible. On connaissait tous des gens, on connaissait tous quelqu'un, on a tous été à côté d'un attentat, on a tous vu une chose, et toutes ces choses-là ont donné dans les gens on va dire comme ça, la force et la conviction de on est obligé, on n'a pas le choix. Je crois que le mot qui est venu dans ces Milouim-là, dans ce Tsav Shmoné, donc cet appel d'urgence, ça a été on n'a pas le choix. On ne pouvait pas ne pas faire autrement. Alors c'est vrai que d'un coup, vous êtes civil, du jour au lendemain, vous mettez des habits militaires et vous devenez soldat, vous laissez vos familles, mais encore une fois, la situation était tellement, on va dire comme ça, à l'extrême, qu'à la limite, c'était un soulagement. C'était un soulagement de pouvoir enfin essayer d'arrêter cette situation qui était complètement illogique, où en fait, on se faisait, des gens sortaient d'un territoire, faisaient un attentat et revenaient tranquillement, alors qu'on était à quelques dizaines de mètres d'eux, mais on ne pouvait pas les approcher pour des raisons politiques. Et je pense qu'on peut citer le gouvernement de l'époque avec Monsieur Sharon, qui a pris cette, on va dire comme ça, audacieuse décision d'arrêter ça. Et je pense que dans toutes les unités de Milouim, de réservistes, on a eu une demande incroyable. Même des gens qui n'étaient pas appelés ont supplié à être appelés. On a beaucoup d'histoires de gens qui n'étaient pas appelés, qui se sont rajoutés pour mettre fin à cette situation. Et je crois que on va dire comme ça a été un énorme changement. Après des années où en fait on avait un petit peu la tête basse, on a compris de nouveau c'est quoi liot am chofshi be'artzenu, comme on dit dans la Tikva, être libre. Être libre, c'est pas uniquement supporter mais réagir. Je pense qu'on n'a pas passé 2000 ans d'exil, on n'a pas passé toutes ces étapes-là d'avoir un État pour ne pas pouvoir se défendre pour des raisons semi-politiques, semi-psychologiques. Et je crois que la force intérieure de l'État d'Israël et de ses habitants est ressortie de nouveau. De nouveau, les gens ont mis leur vie en danger, mais parce qu'ils ont compris qu'ils n'avaient pas le choix. On n'aime pas la guerre en Israël, on n'aime pas se battre, on n'est pas des militaristes, mais entre se battre et se faire tuer, on préfère se battre. Je pense que c'est la grande révolution depuis la création de l'État, depuis la création de Tsahal. Si on pourrait dire, si avant chacun s'occupait de soi, sa communauté, de maximum sa ville, mais on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, depuis qu'on a une armée, on comprend tous qu'on est non seulement solidaires les uns les autres, mais on est prêt à donner tout pour l'autre parce qu'on fait partie d'un seul corps. Et je pense qu'on est sorti un peu de notre bulle égoïste où chacun regarde soi-même. Et on était prêt aujourd'hui à tout mettre et à mettre la chose la plus chère de notre vie en jeu pour justement résoudre ce problème-là qui existait. Et je pense que depuis cette opération, les donnes ont changé. C'est pas qu'il n'y a plus d'attentats, mais enfin l'État d'Israël a compris qu'il pouvait réagir, il pouvait être, on va dire comme ça, la personne qui décide de son destin et non pas le destin qui décide pour lui. Israël est donc passé à l'offensive et c'était la solution pour mettre fin à ces attentats. Alors, je voudrais, David, vous ramener peut-être aussi à cette époque, un incident qui vous a touché personnellement, lorsqu'il y a eu des tirs sur la route sur la voiture dans laquelle circulait votre épouse. Est-ce que vous vous souvenez de cette période, finalement, de la peur pour vos proches et donc comment on réagit, comment on vit dans cette période si compliquée où tous les jours on se demande si finalement on va rentrer à la maison? On va dire ça comme ça avec du recul. Voilà. Non, ma femme, elle s'est pas fait tirer dessus. On a essayé de la sortir de la voiture. On a essayé de l'enlever de la voiture. Elle était armée. Elle a pu réagir et faire fuir ses assaillants. Mais on va dire le nombre de voisins qui se sont fait tirer dessus, c'était effectivement une période où on sortait de la maison,
on rigolait en disant, bon, quand on prenait le bus, on disait au chauffeur, on prend un aller, le retour, on verra plus tard. Je pense que c'était une période qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, où effectivement, c'était quelque chose de particulier dans notre région où on habite, j'habite Bethel, mais c'était particulier aussi dans tout le pays. On se rappelle tous des bus qui sautaient à Jérusalem, des bus qui sautaient à Tel Aviv. Et en fait, c'était une période où on a du mal à comprendre comment on a pu passer cette période-là. Mais je crois que le pire dans cette période-là, c'était le sentiment d'impuissance, le sentiment qu'on ne peut pas réagir, qu'on ne peut pas faire ce que Tsahal fait depuis sa création, c'est-à-dire briser le mal, attaquer le mal. Et je pense que c'est ça la chose qui était la plus frustrante. De voir à côté de nous des terroristes se cacher alors on peut les arrêter, mais on n'a pas le droit pour des raisons politiques. Et je crois que ça a été le grand changement qui a été fait. Et depuis, d'ailleurs, je pense que l'État d'Israël aujourd'hui sait réagir. L'État d'Israël ne sait pas uniquement supporter. Encore une fois, on n'est pas joyeux d'aller à la guerre, on n'est pas joyeux d'aller se battre, mais s'il n'y a pas le choix, on est obligé de le faire. Et je pense que, depuis, on a été dans beaucoup d'opérations. Mon unité a été dans tous les Tsav Shmoné imaginables. Après, en 2014, l'opération, la deuxième guerre du Liban en 2006, en 2012, en 2014, en 2019, j'ai oublié tous les noms, les plans durcis et les barrières protectrices, etc. Mais je pense que c'est une nouveauté qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt à supporter des attentats sans réagir. On a aujourd'hui d'autres menaces, mais je pense qu'on peut voir la force de l'État d'Israël. Et je pense qu'une chose qui est assez surprenante, j'étais jeudi soir à Tel Aviv. Voilà, j'allais vous demander, vous m'avez raconté hors antenne que vous étiez à Tel Aviv le soir de l'attentat à Dizengoff, donc il y a quelques jours. Est-ce que soudain ça vous a ramené à cette période? Racontez-nous. On va dire ça comme ça, c'est surprenant parce que j'aurais pensé que ça me serait arrivé plus à Jérusalem ou plus autre part. Je suis jeudi soir où j'encadre un groupe avec l'expérience israélienne et c'est un soir, ils sont libres et une grande chance c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de sortir et de se préparer. Moi, je suis sorti quelques minutes et à ce moment-là, il y a cette scène qui revient. Je suis dans un magasin et des gens crient partout, hurlent, on entend des coups de feu, il y a un attentat. Et en fait, on voit cette panique, donc je suis armé, je cours vers l'endroit, je demande aux gens où est l'attentat, et je vois les gens qui sortent, il y a des blessés, il y a l'attentat. Hélas, moi et 2 personnes armées, on est arrivés trop tard pour toucher pour arrêter le terroriste dans cette chaîne de tir d'un magasin à l'autre. On a vu les blessés, on a essayé de chercher le terroriste, mais quand on voit la panique, c'est assez surprenant. Et là, à ce moment-là, j'étais avec un groupe, c'est un groupe de grande école où il y a des juifs et des non-juifs. Et je leur ai dit, vous allez voir, il va se passer quelque chose de surprenant, c'est que la vie va reprendre. Alors, ils me disent, mais comment ça se fait que la vie va reprendre? Je dis, effectivement, si le Bataclan en France, il est resté fermé des mois et des mois, vous allez voir que ça va prendre 2 jours, ça va prendre 3 jours, mais les magasins vont rouvrir, le bar va rouvrir. Pas parce qu'on a oublié les morts, pas parce qu'on est amnésique, mais parce qu'en fait, la victoire, c'est la victoire de la vie. Le terroriste veut terroriser comme son nom l'indique, et quand on revient à la vie, en fait, on dit aux autres qu'ils n'ont pas gagné. C'est ce qui est arrivé quand l'ambassadeur de France était parti voir à l'attentat à Sarona. Il était rentré dans le magasin Max Brenner, le café, le lendemain, et il lui dit, mais c'était où l'attentat? On lui dit, c'était là. Il me dit, mais c'est déjà rouvert? Il dit, oui. Le but, c'est justement de ne pas donner cette victoire aux terroristes, de reprendre la vie. Hélas, on a une grande peine pour ceux qui sont tombés. On participe à leur deuil, on essaie de demander à Dieu qu'il les console, on espère que tous les blessés se remettront. Mais regarde aujourd'hui ce qui se passe, la vie reprend. Et d'un autre côté, ça fait 4 jours que Tsahal est jour et nuit en train d'opérer à Shrem, à Naplouse, en train d'opérer à Jenin. Et je pense qu'on a ces 2 éléments qui reviennent. Où d'un côté, Tsahal, l'État d'Israël qui décide de prendre les devants, de se défendre, d'arrêter les terroristes n'importe où ils sont. Et de l'autre côté, on a le peuple d'Israël qui reprend la vie, qui sait justement donner cette force aux autres en disant que la meilleure victoire, c'est la vie, en faisant attention, en prenant les précautions. Mais le fait de sombrer dans une démoralisation, en fait, c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner aux terroristes. Et le peuple juif montre que justement, cette force-là qu'il a intérieurement, c'est pas important qu'il habite Bethel, Tel Aviv, Beersheva, Hadera, cette force de vivre, cette force d'avoir cette continuité de se dire, on a été touché, on a été blessé, on a pris un coup, mais le peuple lui-même doit continuer à vivre. C'est un petit peu toute l'histoire du peuple juif. C'est un peu l'histoire de Yaakov, que même s'il est blessé avec sa victoire contre l'ange, on dit qu'il est Shalem. Alors comment il peut être Shalem quand il est blessé? Physiquement, il a pris un coup,
il a eu quelque chose qui l'a touché, mais au niveau de lui-même, de son intérieur, il est chalem. C'est pour ça qu'on est revenu ici. On a un prix à payer, mais c'est pas le prix qu'on a payé pendant les 2000 ans qu'on était en exil. C'est sûr, c'est pas les mêmes chiffres. Merci beaucoup, David Jawad. Quel meilleur message pour cette fête de Pessah que la résilience du peuple juif. Merci, David. Bakasha, que des bonnes nouvelles, si Dieu veut. Chag Sameach.